Donc Marc Madère, merci de nous recevoir. Vous présentez sur la 3e circonscription sur l'étiquette Front de gauche. Quel est le sens de votre candidature? Alors d'abord, c'est dans la poursuite de la candidature des présidentielles pour, comment dirais-je, redonner une bonne majorité bien à gauche pour conduire le changement. Sinon, il n'y aura pas de changement. Si on ne donne pas une bonne majorité bien à gauche, avec des députés courageux, déterminés pour conduire une véritable politique de rupture, sinon on ira de nouveau au-devant de graves désillusions. Ça, c'est d'abord le sens de ma candidature. Je suis ici, le seul candidat de gauche, légitimement de gauche, sur la circonscription. Et c'est pour ça que j'appelle les gens à se rassembler d'abord sur mon nom dès le premier tour. Sinon, voilà. En clair, c'est ça. Pouvez-vous nous dire comment vous envisagez votre rôle de député? Alors, mon rôle de député, ça va être d'abord, dans un premier temps, d'être, je dirais, deux choses en même temps. D'abord, un député, c'est avant tout un homme qui gère la nation. Il ne gère pas un îlot dans un grand océan. L'îlot pourrait être la circonscription et l'océan, le reste de la France. Je ne suis pas là pour gérer un îlot. Je suis là, un député, quel qu'il soit, il gère d'abord la France. Donc il a un programme national. Je suis d'abord là pour le défendre, pour le faire avancer. Ça, c'est le premier élément qu'il faut bien comprendre. Deuxième élément qu'il faut comprendre, je serai un député aiguillon. Aiguillon en ce sens que je serai toujours à aiguillonner les regroupements, les luttes, la prise de pouvoir des citoyens sur leur quotidien. Je ne suis pas un député de délégation de pouvoir, mais de retour de pouvoir, d'aiguillonner à la prise de pouvoir. Enfin, je serai également un député au parleur de revendications locales, de problématiques un peu locales. Mais voilà, si vous voulez, c'est un petit peu comme ça. Mais trois échelles de députés. La dernière campagne, le retour de l'Europe bouc émissaire, responsable de tous les maux. Pourtant, les derniers traités ont tous été signés par les gouvernements, quels qu'ils soient, ont en tout cas adopté. Pour vous, quelle est votre position sur l'Europe? D'abord, il faut redonner l'Europe au peuple des gens. Et il faut arrêter de transférer sur l'Europe des missions libérales nationales. C'est trop simple. Je rappelle quand même qu'en 2005, la majorité des Français a dit non au traité européen. Et que le gouvernement précédent, il a tout fait pour contourner la volonté populaire, le respect de la démocratie pour imposer quand même leur vue. Et c'est allé crescendo depuis ce temps-là, traité de Lisbonne, le mécanisme européen de stabilité, etc. Cessons aujourd'hui une course en avant vers plus de soumission au pouvoir financier, au pouvoir économique et moins de pouvoir à la démocratie, au peuple. C'est une démarche qui est en filigrane ancienne. Donc nous, on est pour, oui, l'Europe, entité qui existe, mais il faut que les peuples reprennent leur pouvoir à l'intérieur de cette Europe. Ce n'est pas aux financiers et aux technocrates européens par exemple, de décider quel va être le budget national et si le budget national il est bon ou pas bon. C'est au peuple français de décider. Il n'y a personne d'autre. Et on n'a pas à soumettre notre décision à des techniciens qui viennent d'ailleurs et qui ont d'autres objectifs y compris l'intérêt européen. Donc voilà, ça c'est revenir à une Europe des gens qui soit à l'écoute des gens et qui se développe pour les populations. Que ce soit pour les Français, que ce soit pour les Allemands, que ce soit pour les Grecs, pour les Espagnols, pour les Anglais, peu importe. Et c'est de cette Europe-là qu'on a besoin. Et on souffre plus d'une Europe qui est soumise aux intérêts financiers. Regardez le mécanisme de la BCE, je ne vous fais pas
un article, on peut éventuellement y revenir, mais c'est symptomatique. Le MES, c'est symptomatique de cette démarche qui est complètement pervertie de l'idée européenne. Et qui aujourd'hui, en fait, l'Europe, c'est un outil pour la domination des grands groupes économiques et financiers sur les intérêts des pays et sur la vie des gens. Donc l'Europe, elle est là. Et nous, on n'est pas pour cette Europe-là, on est pour une Europe des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne dit pas, nous, on veut sortir de l'euro, c'est des conneries. L'euro, c'est une monnaie unique, mais il faut qu'elle devienne effectivement un outil de développement économique et non pas un outil de régulation financière, compris en termes de spéculateurs et de pouvoir banquier. Voilà. Alors, deux autres questions qui sont apparemment des sujets locaux, mais qui ont effectivement des décisions nationales. Alors, quel est votre point de vue sur le classement aux réserves naturelles de la forêt de la Robertsau? Qui tarde. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des questions environnementales. Par contre, ce que je sais de par mon expérience, c'est que oui, nous avons besoin autour, en périphérie, d'une grande agglomération urbaine, de réserves naturelles. On a besoin de poumons, on a besoin de lieux de loisirs, et de respiration pour les gens. C'est une question d'équilibre. Il faut donc, oui, préserver la forêt et la forêt de la Robertsau avec ses extensions, par exemple au sud de Strasbourg avec les extensions, ce qu'on appelle communément la forêt rhénane, même si la Robertsau est plus sujet à l'impact de l'île sur son développement que le Rhin. Toujours est-il, voilà, oui, il faut pousser à la roue pour que ça se fasse vite parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas une question simplement d'écologie, mais c'est aussi une question d'équilibre urbain. On a besoin de ça. On a besoin. Et puis, parce que moi je dis toujours, ici nous sommes une circonscription très populaire. Il n'y a pas de raison que la nature, avec toute sa diversité, avec ses bienfaits, soit réservée qu'à ceux qui ont des bagnoles et qui peuvent aller dans les Vosges quand ils ont envie. Oui, nos gens de nos cités, ils ont droit aussi, à proximité d'eux, d'avoir des zones préservées de respiration et de bien-être. Autre sujet qui concerne la Robertsau, mais qui dépend de la politique nationale. Le port au pétrole est au cœur de deux agglomérations qui sont en train de se développer, la Robertsau, les deux rives. Aujourd'hui, êtes-vous favorable à son transfert ou son maintien? On voit que ça pose un certain nombre de problèmes, de sécurité, de zones. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce site industriel? Alors, déjà dans un premier temps, pour moi, je ne suis pas pour une extension. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des entreprises qui sont classées Seveso. On n'est pas trop prolixe sur le sujet dans les sphères publiques. Je crois que déjà, il faut pas d'extension. Pas d'extension comme ça, parce qu'en même temps, c'est complètement incompatible avec la protection de la faune et de la flore. Et voilà, je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière de temps en temps. Voilà. Donc, pas d'extension. Regardez qu'est-ce qui est, et si on dit transférable, c'est transférable vers où? Sortir une problématique dans un coin pour implanter la problématique de l'autre coin, ça ne règle pas la problématique. C'est simplement dit, moi je m'en suis débarrassé, je fais le bébé ou la pomme chaude à un autre. Mais voilà, il faut s'attaquer à la problématique. Est-ce que c'est aujourd'hui des structures dont le développement sont nécessaires dans le développement économique et énergétique de notre société du XXIe siècle? Et c'est là que, par exemple, des programmes, très concrètement, des programmes comme la planification écologique, la fin des énergies fossiles et ce genre de choses avec toute leur transformation derrière, ça prend tout son sens. Parce que là, on va être dans le concret. Oui. Donc, alors vous dire
Non, l'extension non. Régler le problème en disant qu'est-ce qu'on peut éliminer, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut dépolluer, parce que qu'est-ce qu'on n'a plus besoin. Réorienter autrement la production énergétique, réorienter autrement les besoins de production, y compris industrielle, pour plus satisfaire des besoins et pas simplement des capacités de production de profit. Ça, c'est... Désolé, mais... Ben oui, c'est cette planification écologique qu'on défend, nous. Il va falloir peut-être là... Il y aura peut-être un point de montage. Voilà, c'était intéressant ce que vous avez dit, mais il y aura un point de montage. Alors, d'accord, vous voyez, j'ai compris. C'est-à-dire que mais vous vous posez quand même la question. C'est-à-dire c'est pas un tabou. Non, il n'y a rien de tabou. Pourquoi il devrait y avoir des tabous? Je veux dire, c'est la question des emplois. Bon, c'est une zone qui est, comment je vais dire, le port au pétrole, le port nord, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est quand même une zone qui est énorme en termes de superficie, mais qui en termes de gestion d'emploi est relativement faible si je la compare par rapport au port sud, par exemple. Justement, que c'est les grandes citernes, c'est ça, voilà. Donc, il n'y a pas de tabou. Oui, okay. Voilà, les emplois, il faut bien les réorienter aussi. Alors, une série de questions un peu rapides, vous pourrez répondre par oui ou par non, ou un peu développer si vous le souhaitez, mais pas forcément, faites comme vous voulez. Est-ce que vous êtes favorable à la restriction du cumul des mandats en nombre et dans le temps? Alors moi, je suis contre tout cumul des mandats. Je suis contre cumul des mandats pour deux raisons. D'abord, une raison démocratique. Cumuler les mandats, c'est une démarche antidémocratique. C'est éloigner les gens, c'est empêcher que plus de gens prennent leur part de citoyenneté. Cumuler les mandats, c'est professionnaliser la politique. Professionnaliser la politique, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné aujourd'hui que dans nos quartiers, des taux d'abstention extraordinaires, avec le discours des gens ambiants, c'est tous les mêmes, une fois qu'ils sont élus, ils ne pensent plus à nous, etc., etc. Cette fracture entre le monde politique et les citoyens de base, en particulier dans les couches populaires, elle a pour cause, pour une des causes, le cumul des mandats, la professionnalisation de la politique. Un politique, ce n'est pas qu'un gestionnaire. C'est aussi quelqu'un qui fait bouger les gens, qui fait bouger les lignes, etc. Moi, cumul des mandats, ça ne répond pas à ça. Donc je suis contre le cumul des mandats. Alors dans le temps, oui, pourquoi pas au bout de un ou de deux mandats en fonction des mandats. Maintenant, ça n'a pas besoin d'être forcément pour tout le mandat les mêmes restrictions de durée non plus. Est-ce que vous êtes favorable à la parité imposée par la loi? J'ai pas de position arrêtée là-dessus. Moi, personnellement, je m'interroge. Je trouve que, la parité, c'est une bonne chose. Qu'on ait été obligé de passer par l'imposition de la loi, regardez toutes les limites, elle n'est toujours pas respectée. Le processus législatif, regardez le nombre de candidates. Mais les partis payent des amendes. Ouais, alors c'est pas dissuasif, c'est pas démocratique. On est dans cette... C'est quoi cette conception? Allez, je respecte pas la parité, je préfère payer une amende. Et de l'autre côté, je laisse en place les vieux cumulards et les petits notables de quartier, ou de zones géographiques ou de régions qui mettent en place et qui ont mis en place leur parrainage. Après, faire de la parité pour de la parité, il faut faire attention, oui. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui sont tout à fait capables de prendre leur place. Aujourd'hui, on l'impose par la loi, ça ne marche pas encore. Je pense que c'est malheureusement encore incontournable, même si ce n'est pas la panacée universelle. Est-ce que vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis? D'accord. Est-ce que vous êtes... Alors, attendez. La dépénalisation du cannabis. Le problème du cannabis, c'est quoi? C'est pas le cannabis. Le problème, c'est l'économie souterraine que ça engendre et à qui profite le crime. Le problème, il est là.
C'est pas la dépénalisation du cannabis le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez y compris ici toute une économie souterraine qui profite à qui, in fine. C'est pas le petit dealer du quartier, même s'il y vit, même s'il en vit, même quand il va en tôle, etc. Alors bien sûr, il faut réprimer. Aujourd'hui, parce qu'on dit c'est une drogue, etc. Mais moi, je crois que c'est typiquement le type de question qui entraîne les gens dans une impasse de raisonnement. Est-ce que vous êtes favorable au mariage homosexuel? Oui, oui. En somme, oui. Est-ce que vous êtes favorable à l'alignement du régime des retraites des députés sur le régime général? Oui, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de raison qu'ils aient un régime particulier. Pourquoi? À quel titre? Au titre de la précarité de leur emploi? Parce qu'ils ont qu'un CDD sur 5 ans? Non, il n'y a pas de raison. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du travail le dimanche? Non. Je trouve... Alors ça n'a rien à voir que ce soit le dimanche ou un autre jour. Moi je trouve aujourd'hui, on peut pas dire on fait... Le dimanche est dans toute la structure de la société, c'est le jour, le week-end, c'est le week-end familial. Dire j'ouvre le travail le dimanche à tout le monde, je casse, je ne peux pas couvrir que dans les commerces. Et les industries, et les services, etc. Quel rythme de vie familial? Vous voyez, réflexion, extension du travail le dimanche, et en même temps, de l'autre côté, discours, perte de liens sociaux, la cellule familiale, le rôle éducatif, etc., etc. Et de l'autre côté, au nom de la liberté économique, pour faire du fric, on casse. La conséquence, c'est je casse ça. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non, je suis pas pour. Est-ce que vous êtes favorable à une modification de la loi Leonetti sur la fin de vie? Alors, moi, j'ai participé familialement à l'accompagnement d'un de mes proches en soins palliatifs pour dire il faut laisser la liberté aux gens de choisir la manière dont ils veulent mourir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, donc vous êtes favorable. Voilà. Il faut leur laisser cette possibilité-là, en ayant bien sûr un certain nombre de garde-fous, de conseils, d'avis, je dirais, autorisés, comme les médecins, etc. Aujourd'hui, il n'y a encore pas plus longtemps qu'il y a quelques semaines, il y a eu, pour un ami très proche, une réunion avec l'ensemble du corps médical suite à un AVC, et il dit, ben voilà, le corps médical dit à la famille, voilà, c'est le résultat, vous prenez la décision. La famille a dit, pas d'acharnement thérapeutique. Ça, c'est la loi Leonetti, voilà. C'est l'application stricte sens. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Maintenant, de l'autre côté, quels sont les gens qui demandent à mourir dignement? Ce sont des gens qui souffrent, des hémiplégiques, des polyhandicapés, des gens comme ça. Mais s'ils n'en peuvent plus, il faut leur laisser le droit d'eux. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression du concordat? Oui. Oui. Maintenant, la manière de le faire, c'est autre chose. Mais sur le fond, le concordat, compris comme étant aux collectivités locales et territoriales et aux finances publiques de subvenir à la rémunération de ministres de culte. On parle bien du concordat, on ne parle pas de droit local ou des choses comme ça. Hein. C'est parce que dans la tête des gens, et nos amis, entre guillemets, de la droite, entre autres, sont très rapides pour faire des amalgames et agiter le chiffon rouge. Non, oui, je ne suis pas pour que mes impôts payent un ministre du culte. Je ne suis pas pour que mes impôts et les impôts de tous les gens payent les édifices cultuels. Ça coûte un fric monstre. Ceux qui veulent aller à l'église, ils ont le droit d'aller à l'église, ils ont le droit d'aller au temple, ils ont le droit d'aller à la synagogue, ils ont le droit d'aller à la mosquée, ils ont le droit. Pour l'instant, les mosquées sont hors du champ de... Il n'est pas question qu'ils y rentrent. Quand on est pour la fin du concordat, c'est pas pour l'étendre. D'accord? Voilà.
et que tout le monde soit soumis à la même règle, que la collectivité publique participe au financement d'édifices cultuels ou participe à l'entretien d'édifices cultuels avérés nécessaires aux communautés, je l'entends, mais pas que la collectivité locale en supporte, elle, parce qu'elle est propriétaire des murs, l'ensemble des frais. Et alors c'est les édifices cultuels, c'est les presbytères, et puis il faut payer. Non, je ne suis pas pour qu'on paye les prêtres. Donc alors. Je suis. Après, comment le faire? Après, il y a le comment le faire. Le comment le faire, c'est pas par l'imposition. Ça va effectivement passer par des tours de table avec les concernés, des études, quel est l'âge, comment, vers quelle extinction. Voilà, je veux dire, c'est comment on organise l'extinction de cette mise en œuvre. Parce qu'il y a les problèmes de transfert de biens. Comment je fais ici à Chilic? Quand le temple protestant appartient à la commune, je dis aux protestants, vous n'avez plus d'église, vous n'avez plus de temple. C'est à moi, j'en fais un cinéma, ou une salle de fête, ou des logements sociaux. Non, voilà, je veux dire, vous voyez, il ne suffit pas d'annoncer des choses, après il faut réfléchir tranquillement et regarder avec les gens comment on fait. Donc est-ce que vous avez un peu répondu à ma prochaine question? Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du concordat à toutes les autres religions? Non. Il n'y a pas de raison. Est-ce que vous êtes favorable au vote des résidents étrangers, payés des impôts locaux, aux scrutins locaux? Oui, tout à fait. Et pourquoi pas seulement aux scrutins locaux? Paye des impôts sur le revenu. Quand Reichardt écrit dans les DN que l'exercice du droit de vote est un des éléments de la citoyenneté et que tant qu'on n'est pas citoyen, on ne doit pas pouvoir avoir le droit de voter, ce n'est qu'une partie de la réalité. Mais à ce moment-là, pourquoi ils payent des impôts? Alors on est citoyen pour payer, mais on n'est pas citoyen pour décider ce qu'on fait de notre argent. Je crois que là, il y a des notions de citoyenneté qui ont besoin d'être élargies, redébattues. Mais dans un premier temps, oui, je suis favorable à la participation aux élections locales des gens qui payent des impôts locaux. C'est normal. À mon avis, c'est complètement normal. C'est leur argent. Leurs gosses vont dans nos écoles. Ils bénéficient des services sociaux, des infrastructures, de l'animation que gère la collectivité locale. Et nous raconter des salades sur le vote communautaire ou communautariste, c'est de se foutre la gueule du monde. Je veux dire, aujourd'hui, ici, on a des jeunes de la 3e, de la 4e génération qui votent. Ils votent comment en France? Ils votent pour des partis à caractère communautaire. Majoritairement, ils votent pour les partis démocratiques de la République. C'est quoi ces peurs, ces fantasmes qu'on agite comme ça devant le monde? C'est pour faire plaisir au Front National? Alors, question bonus, le Front de gauche est un nouveau parti quasiment, puisqu'il a été créé il y a quelques années. Aujourd'hui, il a fait un score historique, on peut le dire, aux élections présidentielles avec son candidat Mélenchon. En Alsace, c'est un peu plus timide, même si lors du dernier scrutin présidentiel, il a quand même été honorable sur la circonscription. Mais est-ce que qu'est-ce qui explique cet ancrage quand même majoritairement à droite de l'Alsace et particulièrement la circonscription? Alors, selon vous, et comment y remédier? Alors d'abord sur le résultat du Front de gauche. On est quand même passé de 1,9% à 9,5% sur la circonscription. Vous voyez, près de 5000 voix, 4900 voix sur la circonscription. Redécoupé. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, moi je dis, la vraie surprise de ces élections, elle est là. C'est pas le reste. C'est pas le Front National, c'est pas ça la vraie surprise. La vraie surprise, c'est le Front de gauche avec ses 11% au niveau national. Et ici, dans la circonscription, vous vous rendez compte, on passe de 1%, même pas tout à fait 2%, à 9,5%. C'est énorme. Qu'est-ce qui explique ça? L'explication que moi j'apporte, c'est parce que oui, alors,
On a commencé à semer les graines en 2005 avec l'appel à voter non au traité européen. On a commencé effectivement à travailler sur une autre perspective, en disant oui, il y a d'autres perspectives qui sont possibles. Il y a le refus de l'austérité. Les gens ici, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Des austérités planquées qu'on leur cache, etc. Le Front de gauche, il a montré qu'il y a moyen de faire autrement, autre chose. Sans pour autant brûler les églises et manger les petits-enfants, comme on a fait croire ça à nos grands-mères et à nos grands-pères. Je vois dans l'histoire de l'Alsace ce réflexe légaliste. Ce réflexe légaliste est peu aventureux de l'Alsacien. Levere du beim Sarg als der Spatz auf dem Dach. Ah, pardon, levere Spatz im Sarg. Ne vaut un tu tiens que de tu l'auras. Hein? Et puis, c'est un côté très légaliste. C'est le pouvoir en place, c'est la sécurité, vous voyez, c'est tout. En dehors de la contradiction même avec les résultats économiques et qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Je pense que le fait que l'Alsace soit comme ça un peu historiquement une terre de droite, il y a une part dans son histoire, dans ses bouleversements, qui a une explication. Voilà. Et les perspectives, c'est d'abord, montrer que les forces de gauche ne sont pas des forces importées. Je crois que ça, c'est une notion importante. Oui, il y a des Alsaciens de gauche. L'Alsacien n'est pas que de droite. Et les gens de gauche ne sont pas forcément des gens, c'est pas forcément des Belges Franzoses, ou ce ne sont pas forcément des gens de l'intérieur ou qui viennent ici à travers les mutations économiques, à travers une carrière professionnelle ou que sais-je. Il y a souvent un petit peu cette tendance-là. Hein. La preuve, c'est regarder les études sur le parler alsacien, dans les campagnes. Vous savez, il y a tout le temps pointer ce genre de petits Roland. Donc voilà, il faut montrer, oui, hein, il y a des Alsaciens qui sont historiquement, je dirais, entre guillemets, historiquement de gauche, qui sont socialement, structurellement de gauche. On va savoir quels sont les Alsaciens qui savent que, par exemple, ici à Schillig, on a accueilli des proscrits de la Commune de Paris en 71 et qui sont devenus, dont un en particulier est devenu un grand industriel. On parle de Cuiry. Fondateur de Cuiry, l'ingénieur qui a développé le système de réfrigération, c'est un proscrit de la Commune de Paris. C'était un communard qui s'est réfugié en Allemagne. C'est assez marrant. Alors, je ne parle pas du faux Front National, hein, mais l'humanisme rhénan, il est dans les forces de droite aussi. Oui. Encore aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, on ne fait plus appel à ça. Y compris à droite. Dans le temps, c'était la force de la droite. Le CDS, là, ce que j'appelle moi les chrétiens démocrates, les chrétiens sociaux, c'était ça leur base. Pourquoi l'Alsace était initialement une terre centriste? C'était parce que c'était sur ces valeurs-là qui étaient accaparées par les forces de droite très centristes. Ça a été un petit peu battu en brèche avec De Gaulle, la création du RPF, parce que c'était le libérateur, avec tout ça, tout son aura. Et ça continue à se déliquer. Regardez Schneider, regardez comme ça la déliquescence se met en place. Schneider, Stéphane Pouris, ancien du Front National d'Alsace d'abord, chargé de la communication de la campagne de Schneider, directeur de la com de Schneider. Extraordinaire. Alors, quelles sont les perspectives pour le Front de gauche? Quel score vous pensez atteindre Alors moi, je vais vous dire, on sait toujours qu'il y a une déperdition dans les législatives par rapport aux présidentielles. Je veux faire le meilleur score possible. Le meilleur score possible, c'est approcher le plus possible le score des présidentielles. Pourquoi pas? Mais après,
c'est plus de la politique fiction. Mais la perspective, elle est là. Pour reconstruire un socle, reconstruire une espérance, montrer oui, ce n'est pas une utopie, c'est du possible. Le nécessaire est possible. Ce n'est pas une utopie, ce n'est plus un rêve pour demain. Hein, je veux dire, demain on rêvera gratis, c'est pas ça. D'accord. Oui, aujourd'hui, il y a moyen, et on a montré dans notre programme L'Humain d'abord qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc, on va travailler là-dessus. Mon axe de campagne, c'est quoi? Je ne fais pas campagne dans les... Je suis allé sur le marché de la Robertso, dans la vieux Robertso. C'est pas là que je vais rencontrer les gens qui ont besoin de reprendre pied dans la bataille politique. Les gens qui, pour leur intérêt, ont besoin de reprendre pied dans la bataille politique, ils sont ici. Ils sont à la Cité de Lille, ils sont à Cronenbourg, ils sont au quartier des écrivains. C'est dans cet environnement majoritairement que sont les gens qui ont besoin de reprendre pied dans la politique. C'est ça mon électorat. C'est là où on va le chercher, c'est là où on se bagarre et on concentre nos forces. C'est ça nos perspectives. Et on l'a montré au présidentiel. Ce sera là donc la phrase de conclusion. Merci de nous avoir reçus et on vous souhaite une belle campagne. Merci. Voilà.